Bonsoir à tous. Je vous présente donc Maud et Bassem, qui sont les cofondateurs d'une start-up qui s'appelle BrainNeed. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, et si vous ne devinez pas, eux vont vous expliquer. Ça parle probablement de besoins et de cerveau. Ça tombe bien, eux ils ont des besoins et vous êtes des cerveaux. Ça devrait matcher entre vous. Bref, voilà, donc c'est toute ils vont vous raconter en fait, et c'est ça qui est intéressant, comment l'idée leur est venue de créer leur start-up, les écueils qu'ils ont rencontrés, et puis surtout après expliquer ce qu'est leur idée. Et ça tombe très bien puisque c'est une idée qui a beaucoup de sens en tous les cas pour des étudiants en digital. Donc ça tombe bien, c'est ce que vous êtes, tout métier, toute obédience confondue, toute filière. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne masterclass. Merci en tous les cas à vous déjà d'être venus. On a organisé ça vite fait, bien fait dans le bon sens du terme. Merci de votre disponibilité. Merci. Et puis voilà, je redis pour ceux qui n'étaient pas là, soyez attentifs et respectueux. Je veux au moins que ce soit l'image que renvoient les étudiants de SubDeWeb. Voilà. Je vous souhaite une bonne masterclass et puis à tout à l'heure. Merci Maud, merci Bassem. Merci. Bonsoir à tous. Merci Stéphane pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien ou il faut que je parle plus fort Là ça va ? Ouais, parfait, ok. Bon, je suis très heureux d'être ici devant vous ce soir pour vous parler de notre start-up dans un premier temps, et dans un deuxième temps, en fait, vous faire un retour sur expérience de ce que c'est que créer une start-up, de l'optimisme que ça peut générer en nous, des doutes, des pleurs, des joies, de ce que vit tous les jours un start-upper. On va essayer de faire une présentation rapide. J'espère qu'on pourra la faire en 45 minutes parce que j'ai un film à 21h, donc j'aimerais bien y assister. Donc, comme vous voulez, on peut intervertir les chapitres, c'est-à-dire que ce que j'avais fait, c'est plutôt une présentation de la problématique et de la solution en fait de notre start-up, et plutôt vers la fin un retour sur expérience de la vie d'entrepreneur. Est-ce que vous voulez qu'on intervertisse, vous faire un Rex, ou ça vous convient? C'est bien? Allez, ok, go. Alors, on va commencer par se présenter, tout d'abord. Bassem Barbouche, je suis donc le CEO de la startup BrainNeed. J'ai une expérience de 5 ans dans le conseil en management, dans le cabinet Bearing Point. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le conseil dans une entreprise, mais en fait, si vous voulez, c'est des entreprises du grand groupe qui font appel à un cabinet de conseil qui a une expertise précise sur un métier ou un secteur d'activité. Et en fait, on fait des interventions, donc ça peut être de faire une refonte d'un logiciel bancaire, ça peut participer à la refonte d'un système d'information du nucléaire. En tout cas, moi, c'était mes genres d'intervention. Donc, tous les 6 mois, tous les 3 mois, je changeais de mission pour un client différent, et c'est toujours donc rebelote. On commence une nouvelle mission pour aider le client final. Donc, voilà ce que c'est que le conseil. Donc voilà, j'ai fait 50 conseils, j'ai un Master 2 à Dauphine, tout comme Maud qui va se présenter. Arnaud Brindel, le deuxième, n'est pas là aujourd'hui, mais je vais quand même le présenter parce que c'est quelqu'un d'important dans notre start-up, qui est en fait le CTO de l'entreprise, donc qui s'occupe vraiment de tout le développement informatique du produit. Arnaud a une expérience de 7 ans en fait. Il a aujourd'hui une agence de développement, mis à part donc cette start-up avec qui nous sommes associés, et en fait donc il a une agence qui est vraiment spécialisée dans le développement du CMS Drupal, et c'est vraiment à destination des agences de communication et des start-up. Et donc voilà, si vous êtes intéressé par rejoindre sa société qui s'occupe vraiment de développer des sites pour des start-up, je m'adresse vraiment aux développeurs ici présents. N'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure pour m'envoyer votre mail ou votre CV, ou à vous inscrire directement sur neovia.co. Donc c'est son entreprise, neovia.co, neovia.co. Je laisse Maud se présenter. Bonsoir. Donc j'en profite aussi pour compléter par rapport à Neovia, l'agence web d'Arnaud. Je pense que prochainement il y a des stages peut-être pour certains, donc des stages de développeurs. Je sais qu'Arnaud cherche aussi type de profil développeur.
Pour ma part, donc Maud, donc enchantée, ravie d'être là. Donc pour ma part, j'ai 10 ans d'expérience, donc pas du tout dans le digital, dans le domaine en fait du commerce. Donc j'ai travaillé chez L'Oréal et chez L'Occitane en Provence, donc dans la cosmétique, sur des fonctions de développement commercial, management d'équipe. Donc rien à voir, mais vraiment très contente de découvrir depuis maintenant moi 1 an le monde du digital. Et pareil, donc formation Dauphine, marketing, master marketing. Voilà. Alors, on voulait vous présenter la problématique, mais on voulait vous la présenter plutôt axe entreprise. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre une entreprise d'utiliser notre start-up, notre solution. Et pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est on propose à une entreprise de cartographier toutes les activités qu'elle peut avoir l'entreprise, vraiment toutes. Ça, en 2 axes, donc la valeur ajoutée qu'a l'activité qu'elle fait dans son entreprise et la durée de l'activité. Donc avec ces 2 axes, on peut représenter vraiment toutes les activités d'une entreprise. Et donc là où ce qu'on se rend compte, c'est que si l'activité est à grande valeur ajoutée et pour n'importe quelle durée d'activité, c'est vraiment le cœur de métier de l'entreprise. Donc si par exemple on voit EDF, son cœur de métier c'est de produire de l'énergie. Toute autre activité, c'est soit de la non-valeur ajoutée, soit de la non-valeur ajoutée pour elle, mais elle est obligée de la faire pour ses propres clients. Par exemple la maintenance ou la refonte des centrales nucléaires ou sa maintenance. Après, ce qu'on montre aussi en entreprise, c'est que si la durée de l'activité est longue, mais que la valeur ajoutée est faible, en fait, ces entreprises, elles font appel au SS2I, au cabinet de conseil. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas son cœur de métier, elle n'a pas forcément l'expertise, pas forcément le temps ou pas forcément les équipes. Et donc, elle fait appel à ces cabinets ou à ces SS2I. Certains d'entre vous pourront peut-être rejoindre ce genre d'entreprise. Et enfin, et c'est là où nous on intervient, c'est lorsque la valeur ajoutée est faible à moyennement faible pour une durée courte. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de solution pour les entreprises, ça paraît invraisemblable, mais lorsqu'une entreprise a un besoin ponctuel pour 1, 2, 3 ou 4 semaines, en fait, ce qu'elle fait, elle prend un stagiaire, elle le fait faire cette mission pendant 2 ou 3 semaines, et ensuite, en fait, tout le monde se le traîne en entreprise. Tiens, tu n'as pas quelque chose à lui donner, etc. Malheureusement, certains vont le vivre, ou malheureusement, lorsque vous serez employeur, vous allez le vivre aussi. Et c'est là où nous, on intervient, en fait. C'est qu'on a vu qu'il y avait réellement un besoin. Les entreprises n'ont pas forcément les équipes, les compétences, et surtout dans le domaine du digital. N'hésitez pas à me couper pendant la présentation. Vraiment, ça serait cool qu'il y ait des questions, que ça vive, et pas que ce soit simplement un cours. Mais est-ce que les intérimaires ne seraient pas une solution adaptée à ce genre de mission ? Le truc des intérimaires, c'est que effectivement, c'est une solution pour la durée de l'activité. Généralement, les entreprises ont un besoin urgent. C'est-à-dire qu'une entreprise, lorsqu'elle a ce genre de besoin, elle aimerait bien avoir quelqu'un en 48-72 heures. Lorsque tu vas voir une agence d'intérim, il faut rédiger des contrats, il faut trouver le bon candidat, lui parler de la mission, qu'il accepte, etc. C'est très très long et en fait, finalement, les deux ne se retrouvent pas parce qu'il y a un manque d'agilité. Effectivement, c'est ce que aussi notre start-up apporte. Il n'y a pas d'autres questions au niveau des activités qu'il y a une entreprise ou... Ok. Et en fait, vous l'aurez compris, ce qu'on a mis en place, c'est une plateforme qui met en relation des étudiants en fait, pendant leur cursus avec ces startups, grands groupes ou PME. Et vraiment, nous, notre ambition et notre slogan, c'est côté étudiant, bien entendu, c'est réinventons le job étudiant. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes tous spécialisés dans le digital. Notre discours, c'est arrêter de travailler dans un fast-food, bien que ce soit très valorisant, que voilà, il y a des avantages. On finit par fumer un paquet de clopes par jour à un moment, mais voilà, on veut réinventer le job étudiant dans le sens où on leur dit professionnalisez-vous pendant vos études. Ayez une activité donc rémunératrice et ça va surtout pouvoir vous ajouter des lignes sur votre CV. Donc le jour où vous allez vraiment rentrer dans la vie active post-études, vous aurez vraiment un CV rempli et qui sera déjà super valorisant pour l'entreprise dans laquelle vous avez ciblé. Et de l'autre côté, en fait, ce qu'on dit aux entreprises, c'est que vous allez avoir des missions ponctuelles de 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, ça dépendra vraiment de votre envie de réaliser cette mission ponctuelle dans le digital
ou de votre temps, l'entreprise, en fait, lorsque vous aurez fait cette mission, elle peut très bien vous cibler et dire ah ben, c'est super la mission qu'il a faite, on l'embauche, et tout le tunnel de recrutement en fait, est pratiquement annulé, quoi. Ensuite, hop. Donc les types de missions que vous pourriez faire, donc je ne vais pas vous l'apprendre, le digital, donc on va le décomposer en 3 grands domaines: la partie informatique, la partie digital marketing et la partie creative design. Et c'est vraiment dans ces 3 parties où nous on intervient, où il y a vraiment un besoin pour des startups, pour des PME et même pour des grands groupes aujourd'hui. Donc ça peut être du développement, bien entendu, développement de sites web pendant 1 ou quelques semaines, des applications, modules, macros. Toute la partie SEO Analytics pour les digital marketers, la partie bien entendu community management. On a vraiment beaucoup de demandes à ce niveau, voilà, des startups qui ont un événement un certain jour et qui ont besoin d'un community manager pour potentiellement faire du live tweet pendant juste un jour, et donc on peut très bien mettre en relation ces 2 parties. La rédaction de contenu, on a aussi beaucoup ce besoin, surtout pour de la SEO. Aujourd'hui, on a une mission, c'est une entreprise qui a des centaines d'articles, qui a simplement 400 mots dans l'article, et aujourd'hui, voilà, pour faire vraiment un bon référencement SEO, il faudrait 800 mots, et donc il y a un étudiant aujourd'hui qui intervient pour rajouter quelques mots sur ces articles en vue d'avoir un meilleur référencement. Une étudiante de l'IEJ, au passage. Ouais, une étudiante de l'IEJ. Du benchmarking, donc vous savez ce que c'est l'analyse de 2 produits ou de 2 services, il y a ce genre de besoin aussi. Du graphisme, donc pour tous les créatifs, du design de sites web, d'affiches publicitaires, de l'illustration, création de flyers, de logos, etc. etc. Ouais. J'y arrive. Alors le modèle économique, c'est l'étudiant, en fait, lorsqu'il va se connecter sur la plateforme. Je pense que c'est la slide suivante, donc c'est une excellente question. L'étudiant se connecte sur la plateforme. La première chose qu'il fait, il va s'inscrire gratuitement, il va se décrire, il va mettre sa formation, dans quel domaine du digital il intervient, ses skills, les langues qu'il connaît, et la partie micro-entreprise. Maud se chargera de vous expliquer ce que c'est que cette partie. Ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va vous proposer des missions en fonction des skills que vous aurez remplis et de la demande de l'autre côté du client. Donc on fait un matching tout simplement IT. Ensuite, l'étudiant fait sa candidature, propose un devis par rapport à la demande du client. Donc le client il vous dira moi j'estime que la mission prend 3 jours, j'ai besoin de ce genre de skills, j'ai besoin de ce type de livrable. Et lorsque vous aurez fait, et donc ça sera à vous d'estimer le devis, combien vous voilà. Donc il faudra juste envoyer ça au client. Ensuite il y a l'exécution du projet, donc les allers-retours avec le client. Ensuite, vous livrez le projet final, le client vous évalue, et là, il y a le paiement. Comment se passe le paiement? Donc en fait, vous recevez la totalité du devis que vous avez envoyé en amont, et nous, on prélève 15% de commission, tout simplement. On prend une commission sur la prestation de l'étudiant. Oui. Exactement, Maud va y arriver. Effectivement, il faut... Ouais. Exactement, c'est du freelancing pour étudiants sur des métiers, sur des missions extrêmement ponctuelles en vue de les professionnaliser. Et effectivement, c'est du freelancing, mais simplement pour les étudiants. Voilà. L'étudiant n'a pas forcément à se vendre ou quoi que ce soit. On prend vraiment les skills de l'étudiant et on le met en relation avec le client. Donc c'est effectivement ça, c'est du freelancing pour les étudiants en vue de les professionnaliser. Vous avez d'autres questions? Ouais. Alors, il y a plus aujourd'hui. Vous savez, je pense que vous savez comment fonctionnent les startups. C'est très industrialisé, donc on fait beaucoup de choses à la main. Aujourd'hui, on le fait à la main, et le développement qu'on est en train de faire, c'est la première chose, c'est lorsque l'étudiant donne l'école qu'il fait. Et ben en fait, on génère un mail en fonction de cette école. Ça, c'est la première chose. Et du coup, ça l'oblige à rentrer le mail. Ensuite, on demande aussi une copie de la carte étudiant, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est vraiment du contrôle manuel. Et là, par exemple, aujourd'hui, si je vous fais la masterclass, eh ben, je saurai qui s'est inscrit. Et de toute façon, je vois quelques visages que je reconnais parce qu'il y a eu déjà des inscriptions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais.
En fait, il n'y a pas vraiment de niveau. Dès la première année, en fait. Ouais, c'est vrai que les clients sont plus intéressés par les profils d'étudiants qui sont plutôt en fin de cursus, parce que forcément, vous avez déjà eu des stages, des expériences, de la connaissance acquise. Après, aujourd'hui, l'idée aussi, c'est que tout le monde puisse s'inscrire dès la première année, parce que justement, quand on cherche un stage en deuxième année, ou même déjà dès la première année, le fait d'avoir déjà fait une expérience ou autre, ça permet de décrocher ce premier stage. C'est toujours la difficulté de trouver le premier stage, c'est le plus difficile à avoir. C'est comme ça que tout s'enchaîne. Donc la plateforme est ouverte à tout le monde dès la première année, mais c'est évident qu'en termes de sélection, les clients sont plus intéressés par des profils en fin de cursus. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans le digital d'ailleurs, c'est que les métiers, ce métier, le digital, je suis convaincu, et c'est les premiers retours qu'on a confirment cette conviction, c'est que les étudiants font du meilleur boulot que des gens qui ont X années d'expérience. Pourquoi ? Parce que vous êtes baigné dedans, vous savez mieux communiquer, vous savez mieux utiliser des réseaux sociaux qu'une personne qui a 10 ans d'expérience. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans le digital, c'est qu'on prend vraiment peu de risques. Voilà, c'est vraiment une conviction, mais qui a été confirmée. Oui. Qu'est-ce que tu entends en fait par étudiant en stage, c'est-à-dire pour trouver des stages en fait dans des entreprises ? Alors aujourd'hui non, en fait c'est vraiment sont des missions en tant que micro-entrepreneur. Après je sais pas. Pour l'instant non, honnêtement, on a eu ce genre de questions, mais on se spécialise pas dessus pour l'instant. Et si à terme ça vient. Je sais que ça va venir, peut-être qu'on s'y mettra, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Mais effectivement, j'ai des cabinets de recrutement qui viennent, qui nous approchent en nous disant est-ce que vous avez un étudiant qui a telle compétence que j'aimerais bien placer dans une entreprise ? Mais c'est pas du tout notre positionnement aujourd'hui. On va dire ça peut être des services, tu vois, quand tu développes une start-up, c'est des services premium qui arrivent après par la suite, mais dans le court terme, non. Oui. Là, on a 450 étudiants. Donc pas tant que ça finalement, mais j'en parlerai tout à l'heure. C'est volontaire, on voulait pas avoir une énorme communauté qu'elle finisse par être insatisfaite parce qu'on est en train d'itérer notre start-up et de développer le produit. C'est vraiment volontaire, et d'ailleurs si aujourd'hui on est là devant vous, c'est parce qu'on a des besoins spécifiques dans le digital, et vous correspondez vraiment à ce qu'on recherche. Oui. Non, c'est toute la France. Tous les étudiants de France peuvent se connecter. On ferme aucune école, on prend pas juste les meilleures écoles. Toutes les écoles et toutes les universités peuvent se connecter. Ce qui fera que l'étudiant ne travaille plus dans la plateforme, c'est parce qu'il a fait du mauvais boulot, tout simplement. On donne vraiment la chance à tous les étudiants. Lorsqu'on dit réinventons le job étudiant, c'est vraiment pour tous les étudiants. Voilà. Oui. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors après on a on verra, mais après il n'y a pas de, on va dire, on a des contacts, mais c'est à venir, qui aux États-Unis justement, qui sont demandeurs de missions, mais pour l'instant c'est pas concrétisé. Donc mais on est dans le démarrage, donc. Voilà, exactement. Non, mais les choses vont dans Startup, l'idée c'est que les choses vont vite, donc voilà. Après, si tu me demandes dans le mois à venir, non, dans les 3 mois à venir, mais c'est aussi l'objectif de se dire qu'on puisse travailler avec, dans le digital, tu peux travailler partout, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on prospecte déjà sur la France. Alors toujours dans l'objectif de professionnaliser les étudiants, en fait, ce qu'on vous montre là, c'est le wall projet. C'est-à-dire que lorsque vous allez être mis en relation pour commencer à travailler avec le client, aujourd'hui, c'est pas encore le cas, c'est en développement, mais voilà où on va. C'est-à-dire que c'est une interface, on appelait ça le wall projet. Donc si vous voyez à gauche, c'est toute la partie conversationnelle, le flux de discussion qu'il va y avoir avec le client. Juste ici, vous avez la partie checklist, c'est-à-dire c'est ce que le client aura mis en amont lorsqu'il aura émis son besoin. Il met des checklists, des objectifs que doit réaliser l'étudiant, et puis l'étudiant il avait juste à cocher pour bien montrer l'avancement du projet au client. Donc l'avancement est tout en haut. Il y a une partie date clé, donc date de début, date de fin, et il peut rajouter des dates pour une visioconf ou quoi que ce soit. Donc vous allez vraiment être en interaction en mode gestion de projet, toujours dans l'objectif de vous professionnaliser.
j'arrive. Et enfin, il y a la partie fichier, donc les livrables que vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir les envoyer dans la partie fichier. Ça, aujourd'hui, c'est encore en cours de développement. Aujourd'hui, l'interaction qu'il y a avec le client, c'est par téléphone et par mail. On travaille vraiment d'arrache-pied pour arriver à ça. C'est notre conviction. On vous l'a peut-être dit, mais l'étudiant, la meilleure façon pour que l'étudiant soit bien cadré, c'est de lui donner des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, etc. Et ce Wall projet répond, à notre avis, à ça en tout cas. Il y avait une question, oui. Alors, beaucoup de startups aujourd'hui. Les startups ont ce genre de besoin, elles ne peuvent pas forcément internaliser un community manager ou voilà, dans beaucoup de choses, ou un développeur pendant un certain temps. Elles ont un besoin spécifique, elles font appel à nous. Beaucoup de freelance aussi. Beaucoup de freelance font appel aux étudiants. Pourquoi ? Elles sont en forte charge sur une mission. Elles appellent un étudiant pour les suppléer ou pour les aider à remplir l'objectif. Voilà, c'est ce genre de mission. Et on est en pourparlers avec un grand groupe, une banque française, pour mettre en place ça. Et aujourd'hui, on est en stade de discussion, mais ils sont très intéressés. Voilà. Après, en général, c'est vrai que les clients des consultants ou des startups sont souvent des grosses entreprises. Donc, ce qui est très intéressant et valorisant, parce qu'on a par exemple des étudiants là, qui ont travaillé sur le SEO de Disney, parce que c'est le consultant SEO de Disney qui fait appel à nos étudiants. Donc, effectivement, peut-être vous ne travaillez pas en direct pour Disney, mais au final, vous travaillez pour Disney. Donc, ça permet quand même de mettre en avant des belles références. Voilà. Je vais laisser Maud vous parler. Vous avez des questions sur la partie micro-entrepreneur. Et donc, je vous laisse la parole à Maud. Vas-y. Alors, donc moi je voulais, effectivement, comme Bassem vous a dit, pour réaliser une mission sur Brainid, il faut être étudiant freelance, donc étudiant auto-entrepreneur. Donc vous savez, quand vous êtes salarié, vous avez un CDI, et quand vous voulez être freelance, il faut être auto-entrepreneur. Donc c'est vrai que maintenant, on parle, le terme exact c'est micro-entrepreneur, mais on entend partout auto-entrepreneur, ça a tellement été diffusé. C'est difficile de faire changer de mot, mais le terme exact serait micro-entrepreneur. Pour avancer, c'est l'espace, c'est ça ? Ouais, tu peux. Ouais. Hop là. Donc, tout d'abord, déjà dans vos motivations, c'est pourquoi, quel est l'intérêt d'être étudiant freelance ? La première des raisons qu'on a vues, c'est effectivement d'ajouter des lignes à votre CV. Donc c'est toujours, pour l'avoir vécu, cette difficulté à avoir ses premières expériences, donc d'avoir des lignes à votre CV, parce que vous êtes toujours en concurrence avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience que vous. Donc première des raisons, c'est ajouter des lignes à mon CV pour faciliter mon entrée dans le marché du travail. L'idée aussi, c'est que vous êtes dans le digital, il y a plein de métiers, plein de choses, et parfois on se lance dans une direction et finalement on se rend compte, finalement, j'ai idéalisé le côté community manager, en fait, après avoir fait mon stage, mon première entreprise, c'est pas si intéressant que ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'occasion, par des missions de courte durée, vous pouvez essayer différents métiers. C'est aussi de se faire votre avis sur ces différents métiers. Bien évidemment, donc c'est pas du bénévolat. On vous propose de gagner de l'argent, donc bien évidemment pour financer vos études, parce qu'on sait que c'est le premier. Ça coûte cher, payer son école, payer son matériel. Par ailleurs, pour d'autres, ça peut être pour payer ses prochaines vacances, pour payer quoi que ce soit, donc pour générer un revenu. Et également, donc le fait d'être freelance, c'est quoi ? C'est l'idée, vous pouvez travailler quand vous voulez. Donc en général, quand on vous sollicite pour une mission, on va vous demander quelle est votre disponibilité. Parce que parfois, vous pouvez être en stage, vous pouvez partir en vacances, vous n'avez pas forcément envie de vous engager sur un contrat tous les samedis de 8h à 20h ou tous les lundis après-midi, j'en sais rien. Donc l'idée, c'est de la flexibilité. Vous pouvez bénéficier d'une flexibilité totale et travailler quand bon vous semble. Donc du coup, comment on devient étudiant freelance ? Donc, est-ce que certains sont déjà auto-entrepreneurs ou pas ? Non ? Ah, d'accord. Et donc du coup, est-ce que toi tu as un retour peut-être je sais pas si tu as déjà partagé avec d'autres personnes de ta promo, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que
Parce que en fait aujourd'hui il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont déjà auto-entrepreneurs. Donc là il y en a une, mais effectivement c'est une tendance qui va être de plus en plus importante. Si vous voulez justement avoir ce type de mission, notamment dans le domaine du digital, voilà. Donc l'auto-entrepreneur c'est un régime qui est donc un régime unique, simplifié, qui est ouvert à tous et aux étudiants notamment. Donc ce qui est important de savoir, c'est un régime qui est très facile. Donc en fait vous allez sur le site, quoi. Après nous quand vous inscrivez sur la plateforme, on vous envoie un lien et donc qui vous permet qui vous explique tout. C'est très simple, vous allez vous inscrire en quelques minutes. Vous avez si vous avez votre carte d'identité, votre carte de sécurité sociale, en quelques minutes vous êtes auto-entrepreneur. Et la différence par rapport à une autre entreprise, c'est que il n'y a pas de contraintes comptables. C'est-à-dire que vous n'avez pas de compte de résultats à émettre, vous n'avez pas de bilan à faire, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Donc c'est un régime qui est très très simple. Voilà. Il y a une question. Oui. Dans votre positionnement marketing, vous vous adressez surtout à des étudiants ou alors à des freelances déjà auto-entrepreneurs? Non, on s'adresse vraiment aux étudiants en fait. L'idée voilà, c'est nous, on va dire notre projet, c'est faciliter au contraire faciliter l'entrée dans le marché du travail des étudiants. Après, effectivement, pour certains, ça dépend. Chacun entend le message qu'il veut entendre. Effectivement, le revenu, bien évidemment, mais c'est la première chose, c'est ajouter des lignes à son CV. Voilà. Et ce qui ferait aussi que, voilà. Ouais. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, il est aussi simple de l'avoir que de l'arrêter. C'est en fait tout est sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. Après nous on vous explique. L'idée c'est de notre plateforme, c'est qu'on est là pour vous accompagner, pour justement vous expliquer, parce que souvent quand on est étudiant, tout ce qui est démarche un peu administrative, ça semble compliqué, même la sécurité sociale étudiante ou quoi. Et c'est hyper simple. Donc tu t'inscris comme tu te désinscris aussitôt sur la plateforme. Et l'intérêt de ce statut, c'est que donc il est gratuit, et si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne paye pas de cotisation sociale. C'est proportionnel à son activité. Voilà. Donc après, ça, on peut vous l'expliquer, quel est le taux, le pourcentage, mais c'est très avantageux. Et surtout pour les moins de 25 ans, il y a des déclarations qui permettent d'avoir, au lieu de 23%, de payer que 6% de cotisation. Donc c'est très très avantageux d'un point de vue financier. Voilà. On en reparle effectivement. Oui. D'accord. C'était juste pour rebondir à propos de votre tableau de bord que vous avez en projet. Oui. Je sais pas si, ouais, Je vous reviens m'entendez. si tu veux. En fait, moi je me pose la question. En fait, ça va être une sorte de cahier des charges interactif qui va être en lien permanent avec l'étudiant et l'entreprise. Mais est-ce que vous n'avez pas peur justement que l'entreprise soit tentée de justement changer ce cahier des charges à tout moment et qu'en fait ça devienne un piège pour l'étudiant et qu'en fait il soit jamais payé? Non. Même si c'est pas l'objectif premier, mais bon, c'est pas du bénévolat. Justement, à quel moment du coup l'étudiant est payé? Si c'est vraiment à la tâche accomplie, même si elle est modifiée par la suite, ou si justement il n'y a pas un piège ici? Alors, c'est marrant parce que côté entreprise, c'est le discours inverse lorsqu'ils nous parlent de ça. Ce qu'on dit aux entreprises, c'est que tout travail mérite salaire et que même si l'étudiant fait du mauvais travail, il sera payé. On préfère avoir ce discours vis-à-vis des entreprises plutôt que d'arriver à un moment où il y aura un problème. Donc c'est vraiment le discours qu'on a. Et si l'étudiant fait du mauvais travail, il aura une mauvaise note et il ne pourra plus avoir de mission. Si l'étudiant fait du bon travail, il sera rappelé. Donc le cahier des charges ne peut pas changer. D'accord, il n'y a pas de... Parce qu'en fait, c'est ce que je voyais par le tableau de bord. Effectivement, tu as la checklist qui peut être ajoutée, etc. Mais ça ne va pas enlever le besoin en lui-même, foncièrement le besoin. Voilà, tout est statique à ce niveau. D'accord. Au moment du devis, c'est justement l'importance d'être spécifique dans c'est ce que aujourd'hui le retour d'expérience qu'on a justement sur où les choses pour l'instant on les fait on va dire plus manuellement, c'est d'être très spécifique au niveau du devis, puisque le devis c'est ce sur quoi justement plus on est spécifique sur le devis, plus il va correspondre au résultat attendu. Et après il n'y a pas de raison de changer, le cahier des charges ne change pas. Si par exemple je réfléchis. Là, on a une mission en ce moment sur la prospection digitale qui est donc plutôt côté commercial online. Ils ont mis en place au niveau du devis un cahier des charges sur le nombre de contacts, quel champ renseigner précisément, avec
plus c'est spécifique, effectivement, même pour vous, lorsqu'on s'engage sur une mission, c'est comme on va dire un consultant aussi qui accepterait un contrat sans cahier des charges. Bon, bah là, vous mettez la main dans l'engrenage, et donc nous, on est là aussi pour vous aider, vous expliquer, vous accompagner, mais voilà, il faut bien avoir un cahier des charges bien spécifique, voilà. Et du coup, juste dernière question, est-ce que c'est possible et envisageable de faire ça en ayant une entreprise à côté ? Ou en fait vous cherchez que des étudiants qui sont complètement libres ou en période c'est-à-dire une entreprise par exemple un étudiant qui serait en alternance ou c'est tout à fait. Est-ce que ça correspond à vos cibles? Est-ce que du coup ce type de contrat, enfin de semi-contrat, oui, c'est possible? Le statut d'auto-entrepreneur en fait est tout à fait cumulable avec n'importe quel type de revenu ou autre. En fait, il te permet d'avoir ton activité, de déclarer un chiffre d'affaires, mais il est tout à fait, tu peux déjà avoir, on va dire, même un statut de salarié pour n'importe où. Il peut tout à fait se cumuler. C'est le principe du statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Il est ouvert à tous, aux retraités, aux demandeurs d'emploi, quoi, à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous accompagnez les étudiants à établir leur devis? Parce qu'on ne connaît pas trop Tout à fait. les prix du marché. Est-ce que vous accompagnez les étudiants à établir leur devis? Alors bien sûr, on les accompagne aujourd'hui un par un. On essaye justement, on fait du learning, on est une start-up, on voit les interactions qu'on a avec l'étudiant, les questions qu'il a, et du coup on essaie de l'industrialiser au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, chaque étudiant est accompagné, on lui envoie un tuto pour devenir auto-entrepreneur, on lui explique bien partie par partie ce qu'il faut faire. Donc il est guidé, on a un chat en ligne pour ça, on n'a pas eu de retour négatif à ce niveau, vous êtes guidé, il n'y a aucun problème. D'autres questions? Ouais. Vous n'avez pas peur que la stratégie justement de donner à des étudiants que du coup des missions d'auto-entrepreneuriat, ça supprime en fait certains stages, que finalement des entreprises abusent un peu d'appeler ce genre de contrat pour justement plus avoir à prendre de stagiaires? Et nous, c'est pour ça qu'on a créé Brainid. J'ai fait 50 conseils et c'est ce que j'ai vu. Aujourd'hui, dans la loi, lorsque tu fais un stage, il faut que ce soit un projet et pas simplement quelque chose de ponctuel, et beaucoup d'entreprises utilisent ça à mauvais escient. Il faut que ce soit un projet et c'est dans la loi. Donc lorsqu'il s'agit d'un projet et que ce n'est pas du court terme, c'est un stage. Lorsque c'est une mission ponctuelle, c'est Brainid, tout simplement. Ce que tu peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on répond à des entreprises qui parfois, en fait, n'avaient pas le temps de faire les choses, n'avaient pas la compétence en interne, donc il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas faites. Nous, on a beaucoup aussi, il y a même des PME qui nous disent je communique pas du tout sur le web, je sais pas quoi faire, j'ai besoin d'aide. Donc c'est bien plus large que ça. L'idée vraiment, c'est de faire là où les choses n'étaient pas faites aussi. Voilà. Mais vous limitez du coup le nombre de fois qu'une entreprise peut appeler Brainid, par exemple, parce que imaginons à la place de faire un site internet, oui. À la place de déclarer faire un site internet, elle déclare faire d'abord une landing page, puis une seconde page, puis quelque chose comme ça. Finalement, ça pourrait très bien être un projet à terme qu'aurait très bien pu prendre un stagiaire, et finalement, ça se retrouve en plein de petites tâches qui appellent un... Alors, est-ce que pour vous, un site internet peut être fait par une seule personne, vous qui avez de l'expérience dans le digital? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un site internet, c'est une partie de design, une partie d'illustration fait par un vrai designer, une partie développement fait par un vrai développeur, et une partie justement communication fait par un digital marketer? Ouais, si dit comme ça. Moi, je pense que vous avez tous cette conviction, sinon vous ne seriez pas là. Donc, s'il y a une entreprise qui pense comme ça, elle pense bien. Effectivement, une entreprise qui n'y connaît rien en web, elle va prendre un stagiaire, elle va dire fais-moi tout. Une entreprise qui s'y connaît va prendre peut-être 3 stagiaires. Et elle aura raison, puisque le projet va durer plus de 6 mois. Mais c'est bien des métiers différents. Et on aide aussi les petites PME qui n'y connaissent pas grand-chose à leur dire que c'est plusieurs prestations différentes parce que ça nécessite des compétences différentes. Voilà. Oui. Vous avez parlé d'évaluation tout à l'heure. Oui. Et donc, comment est-ce que ça se passe, et particulièrement s'il y a un conflit entre entreprises et... On vous jette de Brainid et c'est fini. Non, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas encore vécu ça. On va faire du learning. À chaque fois qu'il y aura un problème avec l'étudiant, on interviendra toujours. Ça, par exemple, nous, en tant que start-up, c'est déjà un poste qu'on anticipe. Une personne qui va vraiment gérer les relations, qu'elles soient conflictuelles ou pas par ailleurs, les relations
pour les étudiants et les entreprises. On n'est pas arrivé dans ce cas aujourd'hui, mais il y aura toujours quelqu'un qui intervient pour regarder la qualité de ce qu'a fait l'étudiant et voir la bonne ou la mauvaise foi du client. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions où on peut passer justement à ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 2 ans. J'aurais payé beaucoup pour, très honnêtement, vous écouter ce que je vais vous dire, parce que c'est vraiment un vrai retour sur l'expérience de ce qu'on vit tous les jours depuis 2 ans maintenant. Et je ne sais pas, qui souhaite un jour créer une entreprise? La grande majorité. Qui a déjà commencé à créer sa boîte comme ça en parallèle, même si c'est une ébauche? 3. À travailler de... Ok. Bon, j'en vois 4 ou 5. Vous êtes dans le vrai. Ceux qui ont levé la main aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est incroyable aujourd'hui, voilà, cette génération Z qui veut créer sa boîte, et on est ravis parce que nous aussi on pense pareil. Et je vais vous dire en fait comment est née l'idée. Est-ce que vous pouvez relever la main s'il vous plaît ceux qui veulent créer une boîte? Maintenant regardez-vous, retournez-vous et regardez-vous. C'est très important, vous comprenez pourquoi. Regardez bien qui a levé la main. Parce que c'est peut-être potentiellement vos futurs associés. Retenez bien les visages. Donc comment est née l'idée en fait? J'étais avec Arnaud, donc mon associé, et un jour on se voyait toutes les 2 semaines et en fait on parlait des problématiques de la vie. En fait, Arnaud et moi, on est des râleurs et c'est la meilleure compétence que peut avoir un entrepreneur. Et c'est pour ça que les Français sont aussi innovants, c'est parce qu'on est des gros râleurs. Et en fait, on parlait des problématiques de la vie, voilà, qu'est-ce qui nous embête, qu'est-ce qu'on vit tous les jours. Et c'est généralement ça, généralement une entreprise se crée par rapport à une douleur, par rapport à quelque chose qui ne nous convient pas. Et généralement, l'entrepreneur dépasse ça pour justement mettre en place une solution par rapport à cette douleur. Et donc au début on a commencé à 2, puis à 3, puis à 4, on a fini par être 7 ou 8, on savait tous très bien que le jour où on allait se lancer, les 7 ou 8, on n'allait pas forcément faire la start-up ensemble, mais en tout cas voilà, ça a commencé comme ça, on parlait de nos douleurs, de ce qu'on voyait dans la vie, de ce qui ne nous convenait pas. Et en fait, on a eu plusieurs idées avant d'aller sur Brainid. On a eu déjà, par exemple, le bartering, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'échange de services entre 2 entreprises. Moi, je suis développeur, j'ai besoin de refaire ma salle de bain. Un plombier qui veut mettre en place son site web, on se rencontre. Il n'y a pas de flux financier qui transite. Simplement, je lui fais un service, il me fait le sien. Ça s'appelle le bartering. Ça existe, il y en a plein qui sont lancés dessus et c'est pour ça qu'on a arrêté. On a aussi pensé au syndic en ligne. Alors là, il faut être propriétaire pour comprendre. Mais l'administration, la gestion de l'immobilier, en tout cas d'un bâtiment, elle est catastrophique. Le syndic ne répond jamais, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et ça aussi, c'est une douleur. On râlait et c'est pour ça qu'on en a parlé. Pareil, pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que c'est pas sexy en fait. Faire un syndic en ligne, c'est pas sexy et c'est pour ça qu'on n'a pas avancé. Partager sa passion, c'est en fait on avait aussi cette idée, c'est moi je suis passionné par la guitare, et j'invite des gens qui viennent et en fait je leur donne un cours et ils me payent pour ça. Je suis passionné par la cuisine, j'invite des gens chez moi, je leur fais un cours de cuisine et ils me payent, mais c'est vraiment entre particuliers. Essayer des vêtements en réalité virtuelle, moi ça me saoulait d'aller dans des cabines à chaque fois pour essayer. Ce dont je rêvais, c'est être chez moi, aller par exemple sur hm.com et bim, réalité virtuelle, je vois tout de suite mes habits et du coup je sais quoi acheter. Et en fait c'était beaucoup trop dur techniquement et ça coûtait très très cher de mettre en place ce genre de solution. Il fallait lever des millions dès le début et c'était pas envisageable, il fallait avoir le réseau pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on a sélectionné Brainid? En fait, on a de la concurrence. On a de la concurrence, il y a des gens qui sont avancés par rapport à ça. C'est juste on avait tous un why commun. On avait tous la même idée du futur du travail. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. 50% des gens sont au télétravail. Et ça arrive en France. Tout ce qui arrive aux États-Unis, généralement, arrive en France. Et d'ailleurs, on est l'un des premiers à suivre les Américains. Et donc voilà, le multi-freelancing, vous êtes de la génération Z, vous êtes multi-freelancing. Voilà, vous êtes capable de faire plein de choses. Et le futur, c'est ça. C'est de faire appel à nous parce qu'on a plusieurs compétences et pas d'avoir un seul métier pendant 10 ans où on fait la même chose. Personne ne vivra dans cette routine dans quelques années. Oui. Vous faites partie d'un inside entreprise
insight étudiant. Les deux, parce que j'ai été de l'autre côté, j'ai été à faire des interviews, des entretiens pour des étudiants, et je me suis aussi retrouvé en train de demander à l'étudiant, mais c'est comme ça, c'est le marché aujourd'hui, un savoir-faire. Je lui demandais à l'étudiant, je prenais l'étudiant qui avait le plus de savoir-faire, mais l'étudiant il est là, il fait mais on m'a juste appris à apprendre, j'ai pas de savoir-faire moi, j'ai un savoir-être et on m'a juste appris à apprendre. Je vais apprendre super vite, mais me demandez pas un savoir-faire. Mais c'est le marché qui demande ça. Le marché demande un savoir-faire. Alors c'est de la faute de qui? De l'éducation nationale ou du marché? J'ai ma petite idée. Donc on a un why commun sur le futur du travail et sur le besoin de professionnalisation des étudiants. Même si honnêtement vous êtes un peu moins impacté par ça parce que vous êtes déjà professionnel en fait. Vous êtes déjà super professionnalisé et c'est d'autant plus facile. Pourquoi? Parce que les digital, vous êtes pile dans ça et vous êtes plus compétent que des mecs qui ont 5 ou 6 ans d'expérience, c'est une certitude. Alors comment valider une idée? Comment choisir une idée? Déjà la première chose, le garage pendant 1 an à développer son produit à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut avancer et avancer vite. Parce que si vous avez une bonne idée, vous pouvez être sûr qu'il y en a 3 ou 4 qui l'ont. Et si vous avez la mauvaise idée, eh ben, ça sera une mauvaise idée. Vous aurez passé 1 an à développer un truc qui ne fonctionnera pas, alors que vous aurez pu faire plein de tests, pivoter jusqu'à trouver le produit qui répond à un besoin. Donc ne vous cachez pas. Lorsqu'on vous dit c'est quoi ton idée? Parlez-en, ne dites pas j'ai un truc, pour l'instant je veux pas trop en parler mais c'est une idée géniale, c'est mort ça. Voilà. Personne n'est visionnaire, si vous avez une idée il y en a plein qui l'ont et justement c'est une très bonne nouvelle. S'il y en a plusieurs qui l'ont, c'est que potentiellement ça va marcher. Partagez-la, c'est exactement ce que je viens de vous dire, partagez-la au maximum plutôt que de la cacher. Vous aurez vos premiers early adopters, des gens qui feront votre idée et qui vous pousseront et ça vous donnera encore plus de force pour avancer. Donc partagez-la dès maintenant. J'espère que ceux qui se sont lancés, j'ai vu 3 ou 4 mains aujourd'hui, j'espère que tout le monde est au courant de ce que vous faites. C'est super important. N'ayez pas peur de perdre, de vous la faire voler. Personne ne vous la volera. Entre les gens qui veulent se lancer et les gens qui vont se lancer, en fait, si on a une infime partie, c'est pas facile de se lancer. Tout le monde veut créer sa boîte, sa start-up, lever des millions. La réalité, c'est que 9 boîtes sur 10 échouent. Et sur ces 10 boîtes qui ont été créées, c'est peut-être 1% de ceux qui voulaient créer. Donc n'ayez pas peur de parler de votre idée. Personne ne vous la volera. Et si on vous la vole, de toute façon, vous pouvez être sûr que vous aurez de la concurrence. Donc ça ne changera rien, en fait. Vous aurez plus de gains en en parlant plutôt que de la cacher et en fait c'est absolument inutile. Se tromper vite pour changer vite. Il faut avancer vite aujourd'hui. Voilà, les startups aujourd'hui avancent très très vite. C'est un domaine super concurrentiel, super difficile. Donc faites quelque chose. C'est ce qu'on appelle un MVP. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un MVP ? C'est quelques-uns, c'est ce qu'on appelle le minimum viable product. C'est vous allez mettre un prototype en fait sur le marché, un prototype bullshit. Mais c'est simplement ce bullshit qui va vous permettre d'avoir des métriques. Je sais pas, par exemple Dropbox, là, ça remonte à loin aujourd'hui, mais Dropbox, lorsqu'ils ont voulu mettre en place leurs produits, ils ont dit d'investisseurs à des gens, moi je vais synchroniser tous tes documents sur Windows, sur Mac et sur Linux. Sauf que techniquement, il fallait aller jusqu'au niveau architecture. Et c'était extrêmement difficile, ça coûtait énormément d'argent. Et lorsqu'ils allaient voir des investisseurs ou même des gens, des futurs utilisateurs, ça ne fonctionnait pas. Et leur MVP, c'était pas forcément un site web. Ils ont appelé ils ont fait un vidéomontage de ce que serait Dropbox aujourd'hui. Ils ont tout monté, ils ont dit voilà ce que sera Dropbox. Et là, ça a fonctionné. Donc c'est ça MVP, c'est montrer ce que ce sera. Vous constituez déjà une masse de early adopters, des gens qui vont être passionnés par ce que vous faites. C'est typiquement les gens qui vont faire 6 heures de queue pour avoir leur dernier iPhone, alors qu'en fait, tu le reçois chez toi 3 jours après. Ça ne s'explique pas. Ces gens-là, tu peux leur dire quoi que tu veux, ils vendront l'iPhone et tu ne pourras absolument rien faire. Et ils seront passionnés et ils vendront mieux ton produit que toi.
Donc voilà, c'est ça le MVP. C'est plutôt que de constituer, pour constituer une voiture, vous pensez qu'il faut créer d'abord la roue, puis les deux roues, puis voilà le montage, et enfin avoir une voiture. Ça marche pas comme ça. Il faut tout de suite créer un produit qui va satisfaire un certain nombre de populations. Et en fait, vous générez des métriques. Vous allez voir l'acquisition qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a sur votre site, le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton, qui va s'inscrire à les newsletters, qui va être capable de payer potentiellement, faire un sondage sur Facebook par exemple pour voir s'il y a de l'intérêt sur le projet. Ensuite vous passez à la trottinette, ensuite au vélo, ensuite à la moto et enfin à la voiture. C'est plutôt comme ça que marche une start-up, et c'est comme ça que fonctionnent les start-up qui cartonnent. Donc elle va pas se mettre 5 ans à créer son produit pour finalement soit ça fonctionne, soit on l'a dépassé, parce que la personne, le concurrent en amont a déjà créé le vélo, la trottinette, il a un parc, il a des gens, des fans qui le suivent, alors que l'autre n'a absolument rien. Oui. Alors nous, notre skateboard, c'est le réseau. C'est simplement dire, moi j'ai une communauté d'étudiants c'est exactement le même discours. Et de l'autre côté, on a des entreprises, on a le même discours vis-à-vis d'eux, et on faisait tout à la main. Voilà, on faisait tout à la main. On a créé un site rapidement pour dire que tout était fonctionnel, mais rien n'était fonctionnel. Aujourd'hui, c'est normal. C'est comme ça que fonctionnent les startups. Voilà. Et en fait, on itère. C'est ce que je vous ai dit. Il y a le wall projet qui arrive. On le vend, le wall projet, on en parle sur notre site web, mais il n'existe pas encore vraiment. L'objectif, c'est pas un mensonge, ça arrive, mais c'est simplement de montrer notre vision, notre why, et que les gens adhèrent à ça. Alors, l'équipe idéale. Alors, ce que je vais vous dire, c'est l'équipe idéale. C'est très très probable pour ceux qui vont se lancer d'avoir cette équipe, mais le meilleur des mondes, ce serait celui-là. Et vous allez vous rendre compte pourquoi je vous ai demandé de vous retourner, parce que l'équipe idéale, en fait, là, devant moi, il y a tous les profils pour constituer l'équipe idéale. Vous avez le développeur. Ouais, regardez autour de vous, c'est ce que je veux me dire. Donc en fait, il y a 4 profils ultra importants. Il y a le business développeur, le communicant, la personne qui va inspirer les entreprises, qui va diriger l'entreprise, ça va être le CEO. C'est pas forcément le business développeur, hein. Je mets pas forcément une étiquette sur le CEO. Ça peut très bien être le développeur, le CEO. En tout cas, il faut quelqu'un qui va vendre votre produit et qui est très très bon à ça. Généralement, c'est celui qui bavarde tout le temps et qui se met dans les bons groupes lorsqu'il y a une note à la fin du projet. Il y a le digital marketer, là aussi vous en faites partie, c'est la deuxième partie du digital. C'est la personne qui va être capable de communiquer dans les réseaux sociaux, de gagner des likes, de faire de l'acquisition pour l'entreprise bien en amont du produit final. Donc gérer vraiment toute la partie des réseaux sociaux, savoir faire de l'acquisition, etc. Il y a un métier qui monte énormément et ça devient presque indispensable aujourd'hui, c'est le designer. Il faut un designer dans l'équipe. C'est terminé on prend un bizdev, on prend un informaticien et on y va et on se lance. Aujourd'hui, le designer, c'est super important. C'est ça qui va faire la différence avec vos concurrents. C'est mettre en place des illustrations, un UX, toute une partie user experience qui va faire adhérer aux entreprises ou ça dépend si c'est une plateforme. Donc le designer est ultra important. Et enfin, le développeur, bien entendu, vous êtes dans le digital, très probablement ce sera une plateforme, une marketplace ou en tout cas quelque chose sur le web. Quoi qu'il arrive, il faudra développer un site web. Donc bien entendu, il faut un développeur. Et je ne vous ai pas dit qui était le CEO, ça dépend vraiment de... Le CEO, si vous vous posez la question, il va se constituer naturellement. Ça va se faire naturellement. Le CEO, il va apparaître parce qu'il aura un certain lead sur l'équipe. Voilà, il aura une prestance et il saura mieux vendre les choses que les autres et ça va se faire naturellement. Donc ne vous posez pas ce genre de questions au début. Constituez juste votre équipe. Donc là, je vous ai mis les compétences spécifiques. Ce qu'il faut comme compétences pour créer une boîte. C'est pas nécessaire, mais c'est vraiment l'équipe idéale. Ensuite, chaque personne doit avoir les compétences que je vais vous montrer. Chaque personne de l'équipe. Le growth hacking. Le growth hacking, est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, probablement. Donc, être capable, chacun des membres, le bizdev, le digital marketer, le designer ou le développeur, vous devrez tous trouver des moyens pour communiquer efficacement et pour pas cher
votre entreprise. Voilà, le développeur, il va peut-être créer des modules sur Twitter pour ajouter un like par rapport à des hashtags précis. Je sais pas, je vous donne, c'est pas des techniques, mais voilà, le digital marketer, il va trouver un autre moyen, etc. Tout le monde doit intervenir. C'est normal. Quand on est une startup, on n'a pas les moyens de lâcher 300 000 € pour faire une affiche dans le métro ou une pub à la télé. Il faut trouver des moyens de se rendre visible. Et enfin, la rédaction. Ne vous cachez pas, c'est ce que j'ai dit. Il va falloir que vous rédigiez, que vous montriez vos convictions au marché, que vous disiez ce que vous faites, que vous montriez votre état d'esprit, vos doutes, votre optimisme, vos pleurs, vos craintes. Parlez-en, il y a toujours des gens qui vous liront et qui seront très heureux de vous faire des retours. Ne doutez pas de vous à ce niveau. Toute expérience est bonne à écouter et bonne à entendre. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou... Alors les erreurs à éviter, ça j'aurais bien voulu l'avoir cette slide. La première, ne surtout pas faire des choix techniques sexy parce qu'on est une start-up. Les gens qui se lancent dans des startups, ils se disent on est une start-up, on va utiliser le dernier produit de la Silicon Valley qui est en bêta, qui est hébergé aux États-Unis et qui ne fonctionnera pas en France. Utilisez des trucs que vous maîtrisez. Le CTO, le futur CTO de la boîte, battez-vous pour vos convictions et montrez que l'important n'est pas d'utiliser une plateforme, un truc dans le cloud, une infrastructure sexy, mais plus d'utiliser un truc qui fonctionne et que vous maîtrisez. Oui. Le CTO, c'est le Chief Technical Officer, c'est l'informaticien. Donc ça, c'est la première des choses. Et c'est la deuxième raison d'échec des startups. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est les choix techniques. La première, c'est que le groupe ne s'entend pas. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. À un moment, on ne s'entend plus, soit parce que à un moment, on n'a plus à bouffer et donc on commence à s'embrouiller, c'est toujours la même chose. Ou soit parce qu'on a levé des fonds et il y a de l'argent qui rentre en jeu et on s'embrouille aussi. Donc c'est très important. Et les associés, vous allez dormir avec, vous allez tous les jours être en relation. Il faut vraiment avoir une entente et pas forcément amicale, c'est plus cordiale, respectueuse. Voilà, je ne sais pas s'il faut s'associer avec des amis ou pas. Ce qu'on dit, c'est non, mais franchement, j'ai pas de conviction à ce niveau. La deuxième, et ça aussi c'est une grande erreur que font les start-upers, c'est de déléguer une activité qu'on ne maîtrise pas. Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, vous devez être capable de la faire s'il n'est pas là. Ne donnez pas ou en tout cas de connaître les fondamentaux. Ne donnez pas quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous allez commencer à grandir, vous allez recruter. Ne recrutez pas quelqu'un qui maîtrise une technologie dont vous n'avez jamais entendu parler. Maîtrisez-la, cette technologie, ou au moins connaissez-la pour pouvoir discuter. Moi, en tant que CEO, s'il y a un designer avec moi, je vais être capable de discuter avec lui. Je connais les outils, voilà, je commence à avoir une expérience en UX design, etc. C'est nécessaire de monter en compétence dessus. Et ça, c'est une grosse erreur. Et on a fait cette erreur. On a pris quelqu'un qui maîtrisait une technologie et on a délégué totalement cette technologie. Et en fait, on a été esclave puisqu'on ne maîtrisait pas et on ne gérait plus nos trajectoires. Donc c'est super important. Et c'est la deuxième raison d'échec des startups. Ils rentrent dans une techno et en fait, pour en sortir, il faut 6 mois, c'est trop tard. La troisième, c'est de penser à la levée de fonds tout de suite. Malheureusement, les temps changent. Effectivement, il y a 5 ans, tout le monde levait comme il voulait. Aux États-Unis, c'est encore le cas, c'est en train de changer. Maintenant, il faut vraiment que vous ayez un business model. Que vous pensiez à ça en tout cas. Il faut bien en amont commencer à penser aux futurs revenus que ça peut apporter. Et pas vous dire, mon idée elle est géniale, je vais avoir X milliers ou centaines de milliers d'utilisateurs, je vais lever. Aujourd'hui, les investisseurs, les business angels, les fonds d'investissement, ils veulent une croissance, ils veulent une traction, ils veulent déjà des revenus, malheureusement. Donc ne pensez pas à la levée de fonds tout de suite et essayez, même si vous n'y croyez pas vraiment, essayez de vous dire, je dois faire un maximum pour m'en sortir sans lever. Voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Et aussi le jour où vous allez penser à la levée, je viens de l'apprendre il y a une semaine, c'est que pour lever des fonds, c'est le dernier trimestre de l'année ou le premier trimestre de l'année, et pas entre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est de la défiscalisation pour les business angels, pour les fins d'investissement, et c'est pour la fin de l'exercice, pour le premier trimestre. Donc c'est entre la fin et le début. Donc si vous mettez en place un deck d'investisseurs, donc une présentation en fait, pour les investisseurs, préparez-la pour la fin du troisième trimestre. Voilà.
Ne pas se fixer d'objectifs. Fixez-vous des objectifs tout le temps. Ça paraît con de le dire comme ça, mais je sais plus, il y a une phrase fameuse comme ça qui dit visez la lune et au moins si vous la touchez pas, ben vous aurez touché les étoiles, quoi. Fixez-vous des objectifs pour avancer. Même si vous les atteignez pas, vous aurez avancé beaucoup plus vite que si on n'avait pas. Discutez avec vous, mettez-vous des échéances hebdo. Tous les vendredis, vous vous dites ce qu'on fait cette semaine et vous avancez comme ça. Donc vous mettez des objectifs court terme et des objectifs long terme. Ça, c'est la stratégie. Ne pas être à 100% sur le projet, ça aussi c'est une grande erreur. C'est le jour où vous allez vous associer, il faut que tout le monde soit à fond dans le projet. Si on a un qui vous dit moi je suis à 80%, ça peut pas marcher. Parce qu'à un moment vous allez vous embrouiller, à un moment vous allez dire non, il faut que tu t'impliques plus, etc. Il faut que tout le monde soit impliqué à 150%. Et le jour où vous allez lever des fonds, s'il y en a un qui n'est pas à 100%, ça sera très mal vu par les investisseurs. Voilà. Être seul trop longtemps, ça aussi c'est un problème. Pourquoi ? En fait, soit votre projet est ultra innovant et sexy et du coup on viendra vous voir pour s'associer à vous, soit vous n'êtes pas capable de vous trouver des associés. Et comment est-ce que vous voulez convaincre des centaines de milliers d'utilisateurs si vous n'arrivez pas à convaincre vos associés ? Donc faut pas être seul trop longtemps, il faut vite trouver son équipe et c'est pour ça que je vous ai demandé de vous retourner. Parlez-en entre vous, je sais pas, allez boire un verre et parlez de vos projets, de ce que vous voulez faire et commencez comme ça et ça viendra. En tout cas, ne soyez pas seul, c'est vraiment pas une bonne idée. Ne pas aller au contact des clients aussi, vous êtes dans le digital, vous allez mettre un truc sur internet, vous allez croire qu'il faut avoir du marketing digital, Facebook, utiliser tous les réseaux sociaux, mettre en place votre site, avoir le designer. En fait, c'est pas tout. La partie la plus importante, c'est de sortir, d'aller voir les gens, d'aller leur parler, de les écouter, d'avoir de l'empathie vis-à-vis d'eux, et justement, c'est la meilleure façon d'améliorer votre produit. Donc, c'est pas simplement une expérience sur internet, il faut aller dehors et parler aux gens physiquement. Voilà, j'aurais pu très bien, moi, aujourd'hui, vous envoyer sur votre groupe Facebook, inscrivez-vous sur Brainid. J'aurais eu des inscriptions, et puis voilà. Mais ça marche pas comme ça aujourd'hui. Il faut que les gens adhèrent à la vision de l'entreprise. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc, voilà, à la prestation, etc. C'est super important. Hardworker sans s'accorder du temps. Vous allez créer votre boîte, vous vous dites allez, je bosse 60 heures par semaine, ça fonctionne pas. Les meilleures décisions qu'on a prises jusqu'aujourd'hui, c'était que lorsqu'on bossait pas, on allait prendre du recul, on allait boire un verre et on discutait de la boîte, et c'est les meilleures décisions qu'on a prises. Donc ne bossez pas 70 heures par semaine parce que vous avez une start-up, ne refusez pas d'aller boire un verre avec des amis parce que vous êtes start-upper, c'est faux. La meilleure façon, c'est de prendre du recul et du temps aussi. Un pas en arrière pour 2 pas en avant. Ne pas faire suffisamment de veille, c'est super important et j'aurais dû le mettre peut-être en 2e position. C'est ça qui fera la différence. Faites de la veille, allez visiter des publications. J'espère que vous êtes tous inscrits sur Medium. Est-ce que vous connaissez Medium tous ? Il faut que vous connaissiez tous Medium, c'est nécessaire, c'est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans lire des publications sur ce qui se fait dans la vie, sur l'avancement des technologies, sur l'avancement des convictions des gens. Tout le monde est sur Medium, tous les influenceurs sont sur Medium. Et du coup, vous allez lire des articles, ça va vous inspirer, ça va vous ouvrir votre état d'esprit sur certaines choses. Et ça va aussi vous faire voir ce qui se passe dans le monde. Et peut-être que ça peut vous créer des opportunités ici. Et même lorsque vous serez salarié, je parle d'entrepreneuriat, faire de la veille, c'est ce qui va vous différencier des autres. Parce que vous allez avoir de la connaissance sur d'autres sujets périphériques et c'est ça qui fera la différence par rapport aux autres salariés. Donc faites de la veille. Que vous soyez CTO, CEO ou quoi que ce soit, il faut que vous fassiez de la veille technique, de la veille business, de la veille fonctionnelle. C'est super important. Et pourquoi ? Si vous le faites, d'autres vous liront de toute façon. Donc, être trop focalisé sur son objectif et pas suffisamment sur ce qu'il y a autour. Comme le dit Jean-Claude Van Damme, il faut être aware. Tu vois. Et en fait, il y a toujours des opportunités. Vous êtes start-upper, vous êtes en réseau avec plein de gens. C'est ça qui est génial, vous allez découvrir plein de choses tous les jours, vous allez apprendre et vous allez voir des opportunités passer, saisissez-les.
Aujourd'hui, un start-upper, c'est pas une obligation, mais c'est bien d'avoir un side project. Donc vous avez votre produit, vous bossez sur ça, mais c'est bien de créer un projet à côté qui peut correspondre techniquement à ce que vous faites. Ça peut être un bot, par exemple, que vous pourriez utiliser pour votre équipe et que vous pourriez vendre à d'autres ou communiquer à d'autres. Donc c'est bien d'être à l'écoute d'opportunités latérales. Il y en a tous les jours des opportunités, il faut juste les entendre. Et lorsqu'on est un peu autiste et à fond sur son projet, on a tendance à pas les voir ni à les écouter. Mettre trop de temps avant de proposer quelque chose au client, faut aller vite. Parce que votre concurrent, surtout si c'est la bonne idée, votre concurrent, il va aller plus vite que vous. Il aura vu d'autres clients, il aura plus d'adhésion. Donc voilà, il faut vite avancer, vite. Il vaut mieux un produit qui arrive sur le marché super moyen qu'un super produit qui arrive 3 ou 4 mois plus tard. Vraiment. Et enfin, avoir peur. Je sais que la génération Z, c'est pas le cas, mais la peur, ça vient de notre éducation, ça vient de notre enfance, et c'est une enveloppe qu'on se crée sur beaucoup de sujets. On a peur de se montrer, on a peur de faire du personal branding, on a peur de faire des vidéos YouTube pour se vendre ou vendre son entreprise. C'est super important. On a peur de se faire prendre en photo ou quoi que ce soit, toujours demander l'approbation des équipes, etc. Ne pas avoir peur, avancer, personne ne vous jugera. Et généralement, ceux qui vous jugent, c'est qu'il y a de l'intérêt dans ce que vous faites. Sinon, on ne ferait pas attention à vous. Il reste encore juste un point, j'ai pas fait la slide, c'est quand on lançait sa boîte. Et en fait, c'est pour ça que j'ai demandé qui s'y était mis. Le pire des moments pour lancer sa boîte, c'est juste après vos études. C'est le pire des moments. Et il y a deux bons moments. Soit lorsque vous êtes étudiant. Pourquoi ? Parce que vous avez du temps, vous êtes potentiellement chez vos parents ou vous êtes financé. Vous avez le temps de bosser sur ça. Vous avez le droit à l'erreur. Si ça marche pas, de toute façon, je l'ai fait pendant mes études. Et en fait, 3 ou 4 ans après. Pourquoi ? Parce que vous êtes constitué un réseau sur votre activité de salarié. Vous avez mis de l'argent de côté. Vous avez un peu d'expérience, vous avez de la bouteille, et donc vous pouvez vous lancer. Mais surtout pas après les études, il n'y a aucun avantage à le faire. Donc c'est soit pendant les études, soit quelques années après les études. Oui. Toi, tu ne m'as pas écouté. Dis-moi. Tiens. Je recommence ma question. Je demandais comment on lance une entreprise, c'est-à-dire de A à Z, de façon administrative. Voilà, il y a la partie administrative. Déjà, pareil, j'aurais pu le mettre dans les erreurs à éviter, c'est de créer sa boîte administrativement avant le nécessaire. Ne créez votre boîte que si vous commencez à facturer. Ça sert à rien de la créer avant. Nous, on l'a fait il y a presque 1 an, jour pour jour, et on commence à facturer. Il y a 2-3 mois. Donc c'est beaucoup trop tôt et c'est absolument inutile. Donc effectivement, vous pouvez avoir un site web sans créer de boîte, mais si vous voyez que vous allez commencer à facturer, que vous allez commencer à lever ou quoi que ce soit, là, il faut se lancer dans la création de la boîte, mais surtout pas avant. Il y a des plateformes aujourd'hui pour créer des entreprises. On est passé par, je vais faire leur publicité, par Captain Contrat. Et voilà, c'est une start-up en fait qui met en relation des avocats avec des start-up, et c'est vraiment pas cher. On a été guidé de A à Z, et donc administrativement on a fait ça. Ensuite, il y a les équipes, trouver les équipes, c'est ce que je vous ai dit. On a fait des équipes de brainstorm, on a été 7-8. Après, ça s'est fait naturellement. Il y en a finalement qui voulaient garder leur vie de salarié. Il y en a en fait, comme tous ceux, vous avez presque tous levé la main. Il y en a, ils se sont refroidis. Devant le fait accompli, ça est go, allez on y va, lâche ton boulot, démissionne, etc. On se lance, et il y en a beaucoup que ça refroidit. C'est pour ça que je vous ai dit, n'ayez pas peur d'en parler, parce que entre tous ceux qui le veulent et ceux qui se lancent réellement, il y a vraiment une grosse différence. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Il manque des éléments. Mais du coup, donc en fait, ça serait plutôt lancer le projet d'abord et ensuite penser au côté administratif. Oui, bien sûr. Ok. Il y a parfois pas mal d'aides qui sont limitées aux entreprises qui existent que depuis... il faut que la date de création soit de moins de 2 ans. Donc si jamais tu as créé ta boîte beaucoup trop tôt et que l'activité... et tu veux postuler pour des concours de start-up, de autres, il vaut mieux être très très récent d'un point de vue juridique que trop tôt. Voilà. D'accord. Donc le plus important, c'est d'avoir...
pas l'idée, parce que l'idée c'est rien si on ne l'exécute pas, mais trouver les membres, c'est le plus important, et profitez-en. Là, vous avez un réseau, mais génial. Regardez autour de vous. Dans quelques mois, vous aurez peut-être fini vos études, vous n'aurez plus cette population, vous allez tomber, si vous êtes salarié, avec des gens qui sont plus âgés que vous, un peu moins ouverts d'esprit, un peu moins fun, etc. Ils seront compétents dans ce qu'ils font, mais la richesse qu'il y a autour de vous maintenant, vous la trouverez pas après. Donc gardez ce réseau, et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre les bonnes écoles et les mauvaises écoles, c'est le réseau. Donc entretenez-le, et il y a toutes les compétences pour réussir ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon ben écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, et j'espère que ça vous a plu. Merci.